Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Une nuit au jeu, votre nouveau rendez-vous sur Focus, où chaque semaine pendant la compétition, nous allons revenir sur les événements forts de Paris 2024 et tout expliquer avec une équipe de choc. Pour cette première, nous reviendrons évidemment sur la cérémonie d'ouverture qui s'est déroulée hier soir et sur les émotions qui nous ont marqués. Alors que ce sont les premiers jeux paritaires, est-ce que la parité est-elle vraiment respectée dans l'ensemble des disciplines? Nous en discuterons tous ensemble. Et puis nous ferons évidemment le point sur les premières épreuves. Alors, les Jeux Olympiques Paris 2024, c'est parti. Je le disais, une équipe de choc est avec moi pour m'accompagner tout l'été. Mérélis, Elena, Bastien et Charlotte. Salut à vous quatre. Salut. Alors, vous êtes remis de vos émotions d'hier soir? Bah ouais, hein, quand même, ça a été assez impressionnant. Il y a eu pas mal de grands sportifs, de grands moments aussi assez où on était un peu genre scotché devant la télé, mais c'est bon, hein, avec une bonne nuit, c'est bon. Et bah pareil que Bastien, hein, des moments forts, une cérémonie je pense unique et quand même plutôt réussie. C'était à la base quand même très ambitieux et c'était magnifique à voir, je pense. Ouais, bah pareil, très émue par certains moments, j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Par contre, bah du coup un peu déçue par la pluie, parce que je trouve que c'est un peu... quand il faisait nuit, ça allait, mais au début de la cérémonie, j'ai trouvé que ça avait un petit peu gâché le début du spectacle, mais sinon vraiment c'était super. Ouais, c'était une belle cérémonie et c'est parfait pour ouvrir les jeux. C'est vrai que la pluie a un peu gâché le spectacle, là, pas complètement, mais un tout petit peu sur certains plans de prise de vue. Je suis d'accord avec toi, Charlotte, mais c'est vrai que l'émotion était quand même là et ça a peut-être rapporté justement un peu de magie aussi à cet événement d'ampleur complètement. Et justement, c'était, vous le disiez un peu tous, que c'était une cérémonie inédite. C'était la première fois que c'était en dehors d'un stade. Là, c'était sur la scène. C'était un défi hors norme. Des stars internationales, on va évidemment y revenir. Et surtout, ce monde époustouflé par Paris. Quel a été pour vous le moment un peu marquant et celui que vous garderez longtemps en mémoire? Moi, le moment qui m'a que j'ai trouvé le plus esthétiquement beau, on va dire, c'était le moment où la cavalière, il y a la cavalière qui dévale la Seine là, et après qui arrive au niveau de la Tour Eiffel, et donc là la dame qui descend du cheval et qui avance pour donner le drapeau. Là, j'ai trouvé que c'était vraiment super beau, en tout cas à la télé. Et j'ai adoré ce moment-là. Pour moi, c'était plus... du coup, c'était pas forcément artistique, mais c'était d'avoir Zizou qui retransmet la flamme à Nadal derrière, qui ensuite monte sur le bateau. En gros, c'est peut-être mes deux plus grands champions sportifs de haut niveau favoris. Alors les avoir en même temps et qui se transmettent la flamme, c'était extra. Après, il y a plein d'autres moments marquants, mais c'est celui-ci où j'ai fait, là, ils ont réussi à... En tout cas, moi, ils m'ont touché là-dessus. Et c'est vrai qu'en plus, ce que j'ai trouvé ça assez beau, c'est qu'ils mettent tous les athlètes un peu marquants, justement, français aussi après, pendant jusqu'au dernier moment où Teddy Riner et Marie-Josée Pérec ont allumé la vasque, et qu'ils aient autant représenté tous les athlètes. J'ai trouvé ça assez beau, parce que parfois, c'est d'autres choix, c'est plutôt des artistes qui sont les derniers relayeurs, et là, le fait que ce soit vraiment des athlètes et qu'on les mette en avant, c'était assez fort. Alors moi, ce qui m'a surtout marqué, c'était voir passer les délégations, chacun sur leur bateau. On avait des grosses délégations comme l'Espagne, mais aussi des plus petites délégations, et ils étaient tous heureux d'être là. Donc c'était beau à voir. Et comme Mérélis, hein, moi c'était les délégations qui défilaient au début, et puis on en reviendra un petit peu plus tard sur la chronique, mais c'était vraiment l'importance de cette inclusion, que ce soit sur le handicap, sur la place de la femme, sur la mixité de cette cérémonie qui a été vraiment respectée sur toute la durée de la cérémonie d'ouverture jusqu'à allumer la vasque et les différents relais de la flamme hier soir. Ouais, c'est ça, et puis même tu parlais d'inclusion, c'est vrai que c'était une cérémonie où la diversité et l'inclusion étaient vraiment au rendez-vous. Je sais pas si qu'est-ce que vous avez pensé un peu de ça, de cette modernité? Moi j'étais un peu surprise, je m'attendais pas trop à ça.
parce que j'avais pas trop regardé en fait les cérémonies d'ouverture des anciennes éditions des Jeux. Parce que en général, les cérémonies, je trouve ça un peu pompeux, un peu long, un peu chiant, quoi. Mais là, du coup, je me suis dit, je vais regarder vu que c'est à Paris. Et en fait, je me suis pas du tout ennuyée une seconde et j'ai trouvé que c'était vraiment super bien fait. Enfin, les chorés, les costumes et tout, j'ai trop aimé. Et du coup, ouais, la diversité, je m'attendais pas à ce que ce soit autant représenté. Et vraiment tout du long, donc trop bien. C'était pas juste mettre de la diversité à un moment pour dire qu'on a mis, mais c'était vraiment sur toute la durée, donc j'ai adoré. Moi, que ce soit le handicap ou la mixité, c'est vraiment important pour moi et je trouve que là, ça a vraiment été mis en avant et c'est vraiment ce qui fera, je pense, de ces Jeux l'union de tout le monde derrière nos athlètes. C'est ça, et puis je pense que la France aussi en avait besoin, en ce moment où la France est forcément divisée et où c'est compliqué. On a quand même traversé des semaines un peu spéciales, donc c'est vrai que c'était nécessaire qu'on puisse je pense, se retrouver autour des valeurs du sport. Ça sera certainement qu'éphémère, puisque très vite, les divisions risquent de reprendre dans le pays. Mais le temps des Jeux, en tout cas, qu'on ait cette union qui soit autant symbolisée pendant la cérémonie, forcément, ça fait chaud au cœur. Et puis même, je pense que aussi, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, je m'attendais pas autant, Charlotte, avec à cette, le fait que ça soit une cérémonie aussi moderne. C'est vrai que souvent, en plus, on a d'abord forcément les différentes délégations qui défilent et après le show qui vient ensuite, ou des fois c'est l'inverse, il me semble, je sais plus trop l'ordre. En tout cas, souvent voilà, les deux parties sont assez distinctes. Et là, le fait que on ait quelques délégations, un show, puis voilà, ça s'entrelace comme ça entre la partie show et la partie plus protocolaire. C'est vrai que ça a fait forcément une cérémonie qui soit un peu plus dynamique et où il y avait pas de temps un peu plus pompeux et puis ennuyant avec la partie qui est plus protocolaire, mais évidemment nécessaire. La symbolique des tableaux aussi, c'est des moments forts. C'est vraiment ces tableaux qui étaient vivants pendant tout le long de la cérémonie, qui jouaient sur le son, sur la lumière, sur les danseurs, sur les musiciens. C'était vraiment très marquant aussi. Il y a eu un travail en sachant qu'une répétition générale n'a pas pu être effectuée dans les vraies conditions. C'est quand même génial. Et puis même, on a eu en plus des stars, je le disais, des stars internationales. On a eu Céline Dion quand même, qui est là à la fin, après qu'on a allumé la vasque, qui est en haut de la Tour Eiffel et qui chante l'hymne à l'amour. Je pense que tout le monde a eu des frissons devant son poste de télévision. Ouais. Puis moi perso, je l'attendais plus du coup, vu que on l'avait un peu annoncé à l'avance et au final elle arrivait pas et j'étais là, du coup elle va pas du tout chanter quoi. Et là, du coup, je vois sur la Tour Eiffel, j'étais là, waouh, incroyable. Pour finir le truc, c'était vraiment, j'ai versé ma petite larme. Ouais, Céline Dion, impressionnant. Après, ce qui était impressionnant aussi, c'était de voir des athlètes qui concourent à l'heure d'aujourd'hui et qui étaient présents hier pour allumer la vasque. Enfin, je pense notamment à Teddy Riner. C'était quand même impressionnant. Clarissa Benegnou. Enfin voilà, c'est quelque chose auquel on ne s'attendait pas et qui, je pense, a surpris tout le monde. Sur les porteurs de la flamme, c'était quand même des athlètes qui concourent encore et c'est ça qui est aussi impressionnant. Ouais, quand on voit la séquence où on voit Amélie Mauresmo courir pour atteindre les Tuileries et je l'ai trouvé vraiment hyper cinématographique cette séquence, c'est très belle et justement de mettre comme ça en avant même le tennis juste avant avec Nadal, avec Serena Williams qui aussi était présent juste avant. Franchement, c'était une belle mise en lumière des athlètes. Mais je trouve qu'ils ont réussi à faire venir vraiment tous les athlètes olympiques justement qui représentent l'esprit du sport de haut niveau et de l'olympisme, avec sur le bateau Carl Lewis, Nadia Comaneci qui est multiple championne en gym, Serena Williams, Nadal qui est double champion aussi, Mauresmo qui est médaillé olympique, je sais pas si elle est championne olympique, je suis pas sûr, mais ce qui est sûr c'est qu'il est médaillé. Ensuite il y a Tony Parker, forcément en sport français. Il y a ensuite le monsieur qui a je sais plus quel âge, mais qui est médaillé, qui est le plus vieux médaillé olympique. Il avait été médaillé en 1948 si je dis pas de bêtises.
Ensuite, on a les médaillés qui... En fait, moi, je m'attendais vraiment pas à ce qu'il y ait des médaillés, donc des précédents jeux, mais qui concourent encore aujourd'hui, donc comme Clarisse, comme Teddy, et ensuite ils finissent avec Teddy et Marie-Josée Pérec qui est peut-être la plus grande athlète en termes d'athlétisme. Ouais, ils ont fait. Je trouve qu'ils ont pas fait de fausses notes sur ce relais de la flamme. Ouais, complètement. Même sur les choix des relayeurs, c'était vraiment des choix et des relayeurs qui méritaient d'être là et qui méritaient leur place, je pense, à mes yeux. Et vraiment, c'était... Ben, j'arrête pas de le dire, mais c'était impressionnant quand même. Et puis, tout ça englobé avec beaucoup de références. Si on revient plus sur l'aspect plus même artistique et culturel, il y avait des références. Je pense à la référence de la scène, par exemple, avec les drag queens et les artistes qui ont repris la scène dans la religion chrétienne. Ah, je trouvais ça, c'est des symboles assez forts justement d'ouverture vers aussi de nouvelles cultures, et je trouvais ça assez belle de relier aussi voilà la culture aussi traditionnelle, par exemple la garde républicaine qui était avec Aya Nakamura. Ah, c'est vraiment de lier en fait à la fois un patrimoine plus ancien et la scène culturelle actuelle, de relier tout ça ensemble. Ça montre je pense les valeurs de la France depuis toujours, et franchement tout ça a été très bien représenté. Ouais. Et sans que ce soit kitsch ou too much, j'ai trouvé aussi. Parce que mélanger tout ça, ça aurait pu faire un peu pas trop, quoi. Et au final... Même la tenue de Philippe Catherine, vous l'avez pas trouvé un peu kitsch? C'était à petite dose, quoi, donc ça allait, c'était pas trop... Ça va, ouais, c'est vrai. Et justement, il y a un autre moment fort d'émotion, c'est quand la délégation française est apparue sur la scène avec une partie des 571 athlètes français, avec voilà nos deux porte-drapeaux, Florent Manodou et Mélina Robert-Michon. Justement, avant de revenir sur cette délégation française, on va faire un petit focus sur Mélina Robert-Michon, notre porte-drapeau, avec Laurine. Quelques heures de la cérémonie d'ouverture de ces Jeux Olympiques de Paris 2024, on vous présente l'une de nos porte-drapeaux françaises, Mélina Robert-Michon. À 45 ans et mère de 2 enfants, l'actuelle record woman de France de lancer du disque portera le drapeau aux côtés du nageur Florent Manodou. Élue par la délégation française pour représenter les couleurs du pays, elle représente les valeurs de l'olympisme et entame cette année ses 7e Jeux Olympiques avec des ambitions plein la tête. Médaillée d'argent aux Jeux Olympiques de Rio en 2016 et au Championnat du monde de Moscou en 2013, elle a collectionné les breloques tout au long de sa carrière, avec notamment 23 médailles d'or sur les championnats de France. Vous l'aurez compris, bien plus qu'une porte-drapeau, c'est une figure du sport français qu'on retrouvera ce vendredi sur la scène et qui viendra chercher un nouveau titre à son palmarès. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce choix de nos porte-drapeaux ? Bon, pour moi, le choix, il était le bon, il était juste, parce que Mélina Robert-Michon, c'est quand même du coup un sacré palmarès, hein, elle est 23 fois championne de France, médaillée olympique aux Jeux de Rio, elle est tout le temps là pratiquement à chaque championnat du monde. Elle représente vraiment l'athlète de haut niveau, en plus féminine, qui a été maman par 2 fois, et on sait que c'est très compliqué de lier quand même une vie du coup maternelle et sportive de haut niveau. Pourtant, elle arrive à concilier les deux au mieux. Donc pour moi, c'est amplement mérité, et ouais, elle avait totalement sa place ici. Ouais, bah pareil, je trouve que c'est un très bon choix de mettre en avant aussi la longévité que peuvent avoir certains athlètes. Parce qu'elle a fait, je crois, c'est ses 7e jeu, si je ne me trompe pas. Et aussi, bah, du coup, de faire la parité donc, entre les porte-drapeaux. Et puis, des sports qui sont peut-être un peu moins, même beaucoup moins mis en avant. Enfin, le disque, c'est quand même un sport assez confidentiel. Donc, de mettre en avant ce sport-là, que peut-être tout le monde ne connaît pas, ça peut être aussi une bonne chose, je pense. Je pense que qu'on parle de Manodou ou qu'on parle de Mélina Robert-Michon, vraiment, on était sur 2 athlètes qui ont marqué et qui ont été vraiment des temps forts des Jeux pendant des années, et même du sport français. Donc c'est vrai qu'on va pas oublier Manodou, mais c'était vraiment marquant en fait le choix de ces 2 porte-drapeaux. Comme on le disait depuis tout à l'heure, Mélina Robert-Michon, sa longévité de carrière, son record de médailles, enfin c'est vraiment une inspiration
pour tous les publics et qu'on a tous plus ou moins connus, que ce soit nos parents, nos générations ou du coup là les générations actuelles. C'était vraiment important, je pense, et judicieux de choisir ces deux porte-drapeaux-là. Ouais, je pense aussi que c'est évidemment un très bon choix. On a d'un côté Mélina, donc qui représente un sport un peu moins représenté, et de l'autre côté Laurent, qui est au JO depuis 2012, avec sa première médaille d'or en 2012, et qui est très apprécié aussi par les Français. Donc ouais, c'est un très bon choix. Par contre, moi j'ai juste un truc à redire du coup malheureusement sur la présentation, je trouve, des porte-drapeaux au moment des défilés. Bah personnellement, je trouve on les a pratiquement pas vus. Puisque sauf pour les toutes petites délégations du coup, où la caméra elle voyait tous les athlètes d'un coup, et donc les porte-drapeaux étaient facilement identifiables. Sur les très grosses délégations, bah on savait pas trop des fois où ils étaient, et en fonction de où c'était filmé. Donc nous on savait qui allait porter nos drapeaux, donc on a pu les chercher un peu, et à un moment je crois qu'il me semble avoir aperçu Florent Manodou, mais j'ai même pas vu du coup en direct Mélina. Après on a pu avoir des photos sur les réseaux sociaux et tout, mais voilà, sur le direct on les a peut-être pas forcément vus. Et sur les grosses nations, ouais, les États-Unis, moi j'ai vu le porte-drapeau après sur les réseaux sociaux, parce que j'avais pas en direct, j'ai pas pu le voir. Sur l'Espagne, on sait pas qui c'est. Et ouais, donc du coup ouais, c'est un peu, je trouve, le point le seul truc un peu dommage de se défier sur la scène et des péniches, c'est que on avait du mal à voir qui étaient du coup les têtes de file de chaque délégation, quoi. Ouais, je pense que la pluie a pas été avec forcément la pluie sur la caméra, et puis je pense qu'ils n'ont peut-être pas pu utiliser toutes les caméras d'ailleurs, parce que des fois sur certains plans justement on voyait pas très très bien, on n'arrivait pas trop à distinguer. Alors au-delà des délégations, je pense aussi au moment où on voyait Guillaume Diop, le danseur étoile, sur les toits de Paris, et pareil on n'arrivait pas trop à le distinguer, donc je pense qu'ils ont eu quelques peut-être soucis là-dessus pour bien distinguer tout le monde. Et c'est vrai que les porte-drapeaux sur les grandes délégations comme les États-Unis, t'as raison, on n'avait pas à distinguer vraiment. C'était assez compliqué de voir tout le monde sur les péniches. Bah, c'est ce que j'allais dire aussi, ouais. C'est un point que j'ai remarqué pendant la cérémonie d'ouverture, où je comprenais pas en fait qui était les porte-drapeaux. Enfin, même les commentateurs, ils arrivaient pas trop à dire parfois c'est lui. Enfin, les noms, vraiment les noms des personnes. Donc je trouve que c'est dommage, parce que c'est quand même les deux personnes de chaque pays qui doivent être le plus mises en avant. Et au final, je trouvais que c'était pas trop le cas. Donc, Ouais, je suis d'accord avec Charlotte. Les commentateurs, parfois, ils n'arrivaient pas à donner les noms, même sur les relais de la flamme. Alors, soit ils avaient pas le temps, soit ils étaient en décalé, mais c'était peut-être aussi un problème de persuasion. Mais non, sur les porte-drapeaux, c'était vraiment sur certaines délégations, ils étaient tellement nombreux que c'était trop complexe, quoi. Et c'est vrai qu'on aurait bien aimé peut-être de la part des commentateurs un petit peu de soutien, quoi, dans ce moment. Ouais, après sinon même un autre truc, il y a certaines péniches où on aurait pu mettre une sorte de petite estrade, où du coup on sépare juste au moment de l'annonce de la délégation, on sépare du coup les porte-drapeaux du reste, pour bien montrer, c'est eux les deux porte-drapeaux, les deux têtes de file, ceux qui sont censés, on va dire, guider un peu la délégation. Et d'accord, et d'ailleurs il me semble, je sais plus c'est quel pays, mais il y a un athlète, un porte-drapeau qui s'est volontairement mis sur tout devant de la péniche pour agiter son drapeau. Il était tout seul, il n'y avait pas d'autres porte-drapeaux. Mais donc du coup, on savait que c'était lui le porte-drapeau, et que entre guillemets le reste de la délégation un peu marche derrière lui, quoi. Et on parlait d'inclusion évidemment pendant toute cette cérémonie, ça sera évidemment le cas pendant toute cette édition des Jeux Olympiques, puisqu'ils seront paritaires pour la première fois. Et justement, Bastien, tu reviens aujourd'hui sur l'évolution de la place des femmes durant l'Olympisme. C'est l'heure de ta chronique dans la rétro de Bastien. Et oui, du coup, à l'occasion des premiers Jeux Olympiques les plus paritaires, on peut faire une petite rétrospective sur le combat de très nombreuses femmes et grandes championnes qui ont permis à cette parité. Donc en petit ordre d'idée, elles ne représentaient que 22 sportives engagées aux Jeux Olympiques de Paris en 1900, sur plus de 997 concurrents. Donc les femmes étaient engagées à l'époque que dans des disciplines dites féminines, et qui symbolisaient pas des sports portés sur la virilité ou l'effort physique, on va dire violent. C'était surtout ciblé sur l'élégance, donc des sports qui abîmaient pas l'image de fragilité, de beauté
et de fécondité de la femme. Donc c'est pour ça elles étaient représentées que dans 5 sports différents, la voile, le croquet, l'équitation, le patinage artistique et le tennis. Et en France, en tennis, à cette époque-là, on avait Suzanne Lenglen, qui du coup est devenue une légende du tennis français. Il y a même un cours à Roland-Garros qui porte son nom. Et comme vous avez pu le voir hier lors de la cérémonie, il y a des statues recouvertes d'or représentant des femmes marquantes dans l'histoire de France, comme Simone Veil. Et l'une d'elles était du coup Alice Milia, qui est peut-être la figure féminine sportive peut-être la plus influente en termes de parité. Et donc elle a fondé le FSFI, donc la Fédération sportive féminine internationale, en 1921. Elle lutta pendant de nombreuses années pour augmenter justement le nombre de femmes pouvant participer aux Jeux. Donc du coup elle sera longtemps en désaccord avec le CIO. Pour montrer totalement son désaccord, elle fondera les Jeux Olympiques d'ERA, donc qui étaient propres uniquement aux femmes. Et force est de constater que la popularité de cette épreuve part notamment grâce aux médias jusqu'aux spectateurs. Le CIO sera forcé du coup d'augmenter petit à petit au fil des années la place des femmes, et malheureusement quand même cette compétition devra s'arrêter en 1934 dû à la santé fragile d'Alice Milia, puisque personne après a pu reprendre la main dessus. Et donc du coup, pour terminer avec quelques chiffres du coup sur cette forte évolution, les JO c'était encore que 13% des femmes à Tokyo en 1964, mais elles sont passées à 23% à Los Angeles en 1984. Une forte hausse était aussi due à la participation du coup de l'URSS qui eux louaient du coup les efforts physiques pour les femmes. Puis en 1991, chaque nouvelle épreuve entrant au sein des JO devait comporter obligatoirement des épreuves mixtes, du coup, hommes et femmes. Puis petit à petit, les Olympiades se sont rendues mixtes avec 44% à Londres, puis du coup aujourd'hui à Paris avec 50%. Il y a énormément de femmes que j'ai pas pu citer, mais bon, du coup, sinon après ça fait une chronique quand même assez longue, mais voilà, je pense avoir fait le tour sur, je pense, la figure la plus impactante sur cette parité. Et justement, qu'est-ce que vous trouvez, qu'est-ce que ça vous inspire, le fait que ce soit les premiers jeux paritaires et surtout cette évolution que décriait Bastien? On voit quand même, comme disait Bastien, la présence de femmes marquantes dans l'histoire durant toute la cérémonie. Ça met vraiment en avant cette place de la femme qui est de plus importante dans le monde du sport et surtout au niveau de la CIO. Après, on voit l'obligation aussi qu'a mis la CIO en place en 2007 d'obliger la présence de femmes en fait dans des équipes sportives, d'obliger la mixité, l'inclusion, c'est quand même très important. Surtout que l'image de la femme est de plus en plus mise en avant. Cette année, il a été rediscuté. Et si on vraiment on reste dans le monde sportif, la présence de femmes est aussi importante et motivante et source d'inspiration pour des jeunes générations. Donc c'est très important. Seul petit bémol qu'on peut trouver à cette mixité sur les jeux, c'est encore la faible présence des femmes sur la partie comité de direction, sur la sphère vraiment administrative en fait de ces jeux. Après, on peut pas être bon partout et déjà une stat de 50% sur les jeux, c'est déjà important sur les athlètes. Donc les parties sphère administrative, ça viendra certainement avec le temps. Moi, j'avais peut-être pour rebondir sur ce que Elena vient de dire, il y avait malheureusement sur le CIO, en vrai, un peu comme dans toute fédération, ça fonctionne un peu comme des mafias, hein, ces trucs-là. C'est des gens qui, une fois en poste, bougent pas trop. Je le vois avec la fédération de tennis, etc. Ça magouille un peu dans tous les sens. Donc en vrai, ça me choque pas. Donc faut juste que, entre guillemets, le temps fasse son œuvre et qu'au bout d'un moment, ces gens-là veuillent bien lâcher leur poste. Et il y aura sûrement des figures sportives féminines qui seront là pour reprendre la main et développer ça aussi. Ouais, puis je trouve que du coup c'est une fierté que ce soit pour la première fois paritaire en France. Après du coup il faudra que ça se reproduise dans certains pays qui sont peut-être un peu moins regardants ou voilà. Et puis aussi suivant les délégations, je pense qu'il y a des pays qui envoient
beaucoup plus d'hommes malheureusement que de femmes encore. Voilà, c'est bien que la délégation française ce soit, je crois, pile poil ou un tout petit peu moins, mais pile poil 50%. Mais voilà, regarder un peu délégation par délégation comment ça se passe aussi. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est une bonne chose. Ouais, je pense que ça met aussi en avant quand même de nombreuses valeurs hein, qui sont propres au sport, mais aussi à la France. On retrouve l'égalité, l'inclusion, le côté paritaire vraiment, et puis vraiment c'est des valeurs qui tiennent, je pense, à la France et à l'olympisme quoi, donc qui sont très 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 importantes aujourd'hui. Bah, c'était pour rebondir sur ce que Charlotte avait dit. Malheureusement, sur les délégations d'autres pays, bah, c'est en fait la place de la femme aussi dans leur pays à eux. Il y a juste dans d'autres pays, bah, la femme est juste encore la femme au foyer, etc., qui fait pas forcément de sport. Et donc du coup, c'est juste elles ne pratiquent pas de sport du coup chez elles dans leur pays, donc elles ont juste pas l'opportunité de dévoiler leur talent. Donc ça après, on pourra pas trouver du coup entre guillemets des femmes sportives dans certaines délégations là où en fait il y en aura pas. Donc après, bien sûr, il va falloir tendre vers ça, et c'est pour ça que justement ils ont aussi créé à chaque nouvelle épreuve obligé cette mixité de chaque épreuve. Mais donc voilà, encore une fois, ça a été des choses qui vont se faire petit à petit, quoi. On peut pas. Nous, en tout cas, je pense que la France là, on montre le meilleur exemple possible, et en espérant que ça va donner un fort impact auprès des autres pays, quoi. Donc ouais, je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment cette nécessité à regarder à l'intérieur même de chaque discipline pour essayer de tendre vers une parité plus importante et pas juste regarder le global de l'ensemble des disciplines. Et puis même, si on essaye de prendre un peu du recul, cette tendance à vouloir la parité au sein des sports dans l'olympisme, forcément, c'est aussi l'image voulue pour le sport en règle générale, ce qui se passe dans les clubs de sport. Et cette volonté qu'a la France, forcément, il faut que ça puisse aussi s'inscrire dans l'envie de parité dans les différents clubs de sport, de mettre en place les mêmes moyens, que ce soit pour le sport féminin et masculin, dans l'ensemble des fédérations. Et voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, justement, ces Jeux olympiques, est-ce qu'ils ont une répercussion forcément sur ce qui se passe plus à l'échelle amateur ou même professionnelle dans les fédérations, mais est-ce que pour vous, ça peut avoir un impact? Bah, évidemment, pour moi, ça a un impact quand même très important. Ça va motiver, que ce soit, parce qu'on parle de filles, mais enfin, on parle de femmes, mais on peut aussi parler d'hommes. Ça va motiver certainement des hommes à faire de la natation artistique, première année mixte pour cette discipline. Ça va motiver aussi, je pense, des jeunes filles en septembre à peut-être s'inscrire dans des disciplines qui, qu'elles ne pensaient pas accessibles. Et donc du coup, je pense aussi à des filles qui pourraient s'inspirer fortement de ces JO pour s'inscrire dans les disciplines qu'elles n'auraient pas pensé atteignables en septembre. Ouais, puis je pense que c'est aussi le reflet de la société. Enfin, je trouve que quand même le sport féminin et les sports qui sont traditionnellement plus connotés pour les hommes évoluent vachement ces dernières années. Par exemple, le football féminin, on voit que ça a quand même beaucoup évolué, que ça a pris en ampleur, qu'il y a eu une Coupe du Monde de foot féminin, etc. Donc je trouve que c'est juste le reflet de ce qui se passe dans le sport et donc je trouve ça juste normal. Ah ouais, du coup, moi je pense que oui, évidemment, ça va encourager les jeunes et aussi ouais, les femmes et les hommes à pratiquer du coup les sports qui vont bien marcher pendant ces JO. On le voit chaque année après les JO d'ailleurs. Il y a un écho. Ouais. On le voit chaque année, ouais, du coup après les JO d'ailleurs, dans les petits clubs, on a beaucoup d'inscriptions dans les sports qui ont bien marché, où les Français ont bien été représentés. Et donc ouais, forcément, avec les 22 millions de spectateurs rien qu'en France qu'on a eu hier, ça va encourager beaucoup de personnes. Ouais. Ouais, c'était exactement là où je voulais en venir. À chaque fois qu'il y a une grande compétition, globalement, on voit que en fonction du coup des résultats aussi de nos sportifs français, on voit qu'il y a une augmentation du nombre de licenciés dans ce type de discipline. On l'a vu avec le foot.
Mais du coup, on peut le voir aussi en athlétisme. Il y avait eu, il me semble, en 2012, quand les Bleus deviennent champions olympiques en relais, en natation, il y avait eu une sorte de grosse hausse sur le nombre de licenciés en natation. Donc ouais, à chaque fois, forcément, il y a un impact. Donc du coup, déjà, accueillir les Jeux à Paris, là, il va forcément y avoir un impact sur le nombre d'inscrits. Et donc en espérant bien évidemment que ça donne inspiration aux jeunes filles, aux jeunes garçons de tenter des sports sur lesquels des clichés du coup perdurent et aller vers des trucs qui les tentent quoi. Donc voilà. Mais c'est ça, il faut que vraiment ça puisse abattre un peu les pensées limitantes que chacun peut avoir sur forcément se dire que je vais pas faire ce sport parce que c'est plus un sport de garçon, je vais pas faire ce sport parce que c'est plus un sport de filles, et espérant du coup que ces jeux puissent avoir cet impact à l'échelle aussi plus des sports amateurs ou des sports pro, mais qui sont pas à l'échelle évidemment olympique. On suivra ça évidemment, on essaiera de voir un peu les répercussions après les jeux, et on regardera aussi un peu les répercussions, je pense qu'on en parlera peut-être dans un prochain épisode, aussi de l'impact que les jeux peuvent avoir sur plus globalement l'inscription dans les clubs après, pour essayer de démocratiser aussi plus de sports, parce que forcément il y a des sports qui sont un peu les chouchous des sports même à l'échelle amateur en France, comme le foot par exemple, ou je pense voilà, au foot, au tennis, en sport plus individuel, et alors qu'il y a une multitude de sports aussi qui de par le fait qu'ils sont un peu moins médiatisés, forcément attirent moins foule, et espérons que les jeux aient un impact là-dessus. Et justement, je parlais de médiatisation, mais pour revenir sur la parité, je pense que c'est aussi ça qui est important dans les jeux, c'est le fait aussi que on puisse médiatiser davantage, notamment le sport féminin qui a longtemps été, je pense, laissé de côté par les médias. Et forcément, on peut que féliciter le fait que France Télévisions, notamment le diffuseur officiel en France, ait autant placé la diffusion des sports féminins dans les JO et le sport masculin. Et puis aussi en termes d'inclusion, va aussi faire en sorte que le sport ensuite paralympique soit diffusé à même hauteur fin de l'été. Donc je pense qu'on peut qu'être content de ça. Et il faut juste que ça soit suivi par l'ensemble des médias et que ça puisse continuer après les Jeux. Au-delà des athlètes, si on regarde encore une fois sur France Télévisions, le diffuseur officiel, comme tu le disais, on peut voir aussi qu'ils ont mobilisé pratiquement autant de femmes que d'hommes en tant que journalistes, et ça aussi c'est quand même une avancée importante. Je pense que faut pas regarder uniquement sur la partie athlète qui va être importante sur ce mois. Je pense que la partie aussi journalistique et sur cette ouverture d'esprit-là est importante aussi à voir et à relever. Complètement. Et on suivra ça du coup pendant l'ensemble des Jeux. Et on regardera un peu, on en tirera les conclusions après les Jeux, évidemment. Et puis, évidemment, là, on peut déjà tirer un peu les conclusions des premières épreuves qui se sont déroulées depuis mercredi, puisque les Jeux ont déjà commencé, en fait, avant la cérémonie. C'est toujours un peu surprenant, vous pourrez peut-être en dire un mot si vous le souhaitez, mais surtout, on a pu suivre déjà le foot et le rugby à 7. Je ne sais pas si vous avez un peu suivi ces premières compétitions. J'ai suivi le début du rugby à 7, le foot, j'avoue, je me suis pas tellement penchée dessus, mais le rugby à 7, sport déjà impressionnant, qui leur demande un effort physique assez important, puisque effectivement 7 sur un terrain où en temps normal ils sont beaucoup plus nombreux, c'est quand même assez impressionnant. Ça demande un effort physique et vraiment une capacité sportive importante. On leur en réclame beaucoup sur un temps assez serré. 2 matchs le premier jour, un match à égalité et un match où on s'en sort bien. Dans tous les cas, je pense qu'on verra dans quelques instants. Le match de rugby se déroule dans quelques instants pour la France. Je pense qu'on pourra ensuite en tirer de vraies conclusions, mais pour l'instant, ça se passe plutôt bien pour nous. Ouais, complètement. On est une grande nation de rugby. Ça c'est reconnu quand même partout dans le monde. Mais rugby à 7, ça a jamais été non plus notre spécialité, puisque parce que en fait, on manque de joueurs de rugby à 7. C'est souvent des joueurs qui viennent du 15 et qui viennent jouer à 7 parce qu'ils ont envie. Mais vu que c'est pas leur spécialité,
c'est tout de suite quand même plus compliqué quand on affronte du coup les spécialistes, comme on a pu le faire face aux Fidji, qui eux, pour moi, sont les ultra favoris. Ils ont leur tactique, ils ont aussi du coup des corps quand même taillés pour ça. Ils ont une explosivité, ils sont solides comme des rocs. Et ils ont un cardio fait pour, t'as l'impression, exactement le temps de jeu qu'il faut. Ils sont inépuisables pendant les 14 minutes. Alors qu'à 15, on voit que quand le match dure un peu trop longtemps, des fois ils ont un peu plus de mal physiquement à tenir, mais c'est pour ça que c'est les grands favoris. Ils en ont fait une de leurs spécialités, et c'est pour ça qu'ils sont champions olympiques en titre. Donc ouais, il y a une demi-finale et la finale aujourd'hui, ce samedi. Donc on espère que nos Bleus pourront faire un bon résultat. Ouais, et puis on suivra évidemment les résultats de ce soir qui sont en train de se dérouler au moment où on enregistre. On vous tiendra évidemment informés sur nos réseaux sociaux. D'ailleurs, vous pourrez suivre pendant toute la compétition, chaque jour, le résumé de la compétition en stories Insta, avec notamment Charlotte qui s'en occupera et qui vous tiendra informé de tous ces résultats-là. Et notamment, ce soir, on verra si la France gagne en demi, puis en finale, on l'espère. En tout cas, on suivra ça, évidemment, et on en parlera, pourquoi pas, la semaine prochaine, tous ensemble. C'est déjà la fin de ce premier numéro justement d'une nuit au jeu. Merci évidemment à vous quatre d'avoir été avec moi pour ce premier numéro. Merci. On se donne évidemment rendez-vous samedi prochain, même heure, à 20h45 pour un second numéro. Tu voulais rajouter un truc, Elena? Non, c'est bon. Ok, très bien. Et voici la fin. Merci de nous avoir suivis. Comme je le disais, n'hésitez pas à nous retrouver sur nos réseaux sociaux de Focus le média et puis évidemment sur YouTube. Je vous souhaite de passer une excellente nuit des jeux.